Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et en ce mardi matin, notre invité est Hervé Gouelou. Il est président des Républicains des Côtes-d'Armor et il est venu de Plufur, pour être très précis sur la géographie, pour être là avec nous ce matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Donc effectivement, Hervé Gouelou, maire de Plufur, président des Républicains. Je suis très heureux d'être là pour évoquer avec vous cet enjeu essentiel aussi, qui est celui des élections qui se profilent dans quelques semaines et qui est important non seulement évidemment pour la France, mais pour l'Europe de manière générale, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on va parler beaucoup d'Europe. On en parle d'ailleurs beaucoup sur cette antenne depuis quelques temps. Les enjeux sont importants, on va les détailler tout à l'heure. Élections européennes, donc le 9 juin, avec des enjeux aussi politiques. Vous allez me permettre de parler un peu de politique politicienne, mais c'est important. Je disais en commençant que vous étiez le président des Républicains des Côtes-d'Armor. Enjeu important pour les Républicains, car aujourd'hui on voit que les Républicains ont un petit peu de mal, coincés entre la majorité présidentielle d'un côté, les filles qui montent d'un côté, le RN qui monte de l'autre et qui vous pique parfois quelques militants, quelques personnalités. Est-ce que c'est un enjeu crucial aujourd'hui pour les Républicains que ces élections européennes ? Écoutez, je le vois pas tout à fait comme ça. Je pense que l'enjeu, il est surtout pour la France et notre population. On a bien vu que les promesses n'ont engagé que ceux qui les ont écoutées. Et je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel de revenir sur ce qui est la réalité du quotidien. Effectivement, il y a eu ce que j'appelle moi un débauchage dans certains cas. Et puis, il y a eu aussi peut-être des républicains conscients de la difficulté de notre pays, qui se sont dit qu'ils souhaitaient apporter leur pierre à l'édifice, essayer de faire en sorte de faire entendre la voix de la raison, si j'ose dire, et qu'il fallait impérativement être de ceux qui étaient dans la construction par rapport à ceux qui très souvent sont dans la négation de ce qu'il faut faire au quotidien. Construire une autre Europe, une Europe plus humaine, plus proche des citoyens européens, plus proche aussi des territoires. On va en parler tout à l'heure des territoires, c'est très important. Il faut la construire, cette Europe-là, ou la reconstruire. Et je pense que l'Europe, elle a été construite à un moment où il était nécessaire de la faire et que les enjeux étaient essentiels. Les grands de l'époque, le général de Gaulle en tête, avaient considéré qu'en effet, il fallait, au sortir de la guerre, créer cette dynamique qui allait être celle qui allait faire une force importante à la porte de l'Union soviétique. Il nous était apparu également pendant la période de la guerre qu'on ne pouvait pas seulement compter sur les Américains, même s'ils avaient été à nos côtés pour faire en sorte de combattre le démon. En réalité, il était apparu évident qu'il fallait créer cette Union européenne pour faire un développement à la fois économique, mais qui était aussi le garant de la paix à construire. Donc voilà, aujourd'hui les choses ont bougé et on a sans doute oublié que l'Europe c'était d'abord plusieurs pays, 27 pour le coup, mais même au départ on a considéré qu'il fallait peut-être, certains considéraient que on allait se fondre dans cet ensemble européen, alors que je pense qu'il est important que nous ayons une identité forte de chaque nation ayant ses spécificités. J'ai tendance à considérer, à faire la comparaison avec ce que l'on a bâti sur nos territoires, qui sont les communautés. Les communautés de communes, communautés d'agglomération, elles ne sont fortes que dans la mesure où les communes qui constituent sont fortes également. Et donc c'est cela qui entraîne une dynamique qui fait qu'on arrive à faire un développement économique, et ça a été important pour l'Europe, et c'est cette économie qui va faire en sorte qu'il y aura un développement harmonieux du social. Je crois qu'on ne peut pas imaginer l'un sans l'autre, et surtout pas l'un contre l'autre. Donc voilà, je pense que les enjeux de fait sont absolument conséquents, et que donc derrière tout cela, il nous faut avoir une maîtrise de nos finances. C'est une première chose, et donc si on veut compter, nous la France, en Europe, il faut aussi qu'on soit pas seulement donneur de leçons, mais qu'on soit capable d'avoir une gestion exemplaire, ce qui est loin d'être le cas.
Alors, vous précédez presque ma question, puisque évidemment, l'Europe, c'est en tout cas une vision aussi des pays qui la composent, et cette vision des pays qui la composent, c'est aussi une forme d'harmonie, mais aussi une force économique. Or, effectivement, vous le soulignez, aujourd'hui, la France n'est pas tellement le bon élève, avec un dérapage quand même de la dette publique, 5,5%, c'est important, c'est plus de 900 millions d'euros. Le chiffre est tellement important sur ces 7 dernières années, sur ce dérapage. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourra imaginer qu'un jour, la France, là on va être un petit peu en porte-à-faux de l'Europe, mais la France pourra rembourser cette dette, 3 000 milliards d'euros aujourd'hui? Eh bien, 3 000 milliards, comme vous l'évoquez, c'est effectivement conséquent. Ça l'est d'autant plus qu'on est sur un marché monétaire qui est conséquent, avec des taux d'intérêt qui sont sacrément à la hausse, ce qui vient apporter une difficulté supplémentaire. Il est à peu près évident qu'on en a pour quelques années au moins à avoir des taux d'intérêt qui vont être plutôt élevés. D'ailleurs, c'est des taux qu'on a connus par le passé, voire au-delà. Quand on était à 4%, il y a quelques années, on considérait que c'était un taux intéressant. Donc, par contre, ce qui se passe, c'est que, à mon sens, on a un tel endettement qui est lié à la gestion du quotidien et non pas à un endettement pour équiper le pays, ce qui aurait pu être plutôt intéressant. Si on avait engagé des sommes pour faire en sorte qu'aujourd'hui on soit autonome sur énormément de produits, eh bien nous ne serions pas dans une difficulté de balance commerciale qui nous est extrêmement préjudiciable. On a considéré qu'il fallait confier, non plus à l'Europe d'ailleurs, mais à d'autres pays, tout ce qui pouvait être manufacturé, et que nous, on était en capacité de vivre sur les services. La réalité s'est retournée. Et aujourd'hui, donc quand on a... Je voudrais prendre un exemple qui est basique, mais quand même qui est assez démonstratif. Il y a une décision, on peut être pour, on peut être contre, mais une réalité, de faire en sorte que les jeunes à l'école aient donc tous le même vêtement. De quoi on s'aperçoit ? C'est qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de faire l'événement qui est sollicité. Il faut aller le chercher en Asie. Donc, voilà. Quand on a eu les masques pendant la crise Covid, même chose. Aujourd'hui, on n'est plus capable d'avoir des équipements qui mettent en sécurité, c'est vrai pour l'agriculture, qui mettent notre population en sécurité. Donc, à partir du moment où on a un coût énorme de l'énergie, et donc des coûts d'approvisionnement, d'abord en énergie, mais aussi pour les différents transports, évidemment, on a une flambée de nos prix. Et donc une difficulté majeure que les Français vivent au quotidien. Avec cette inflation énorme, aujourd'hui les gens ont du mal à se chauffer, bon, même si on va vers le printemps, mais ont du mal à se chauffer, ont du mal à payer, ne serait-ce que simplement le vital, c'est-à-dire l'alimentation. Mais tout ça aussi, ce sont des fautes d'interprétation. Le mandat de François Hollande, puis celui d'Emmanuel Macron, c'était aussi de sortir du nucléaire, alors qu'on n'avait pas de plan B. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand on a eu cette crise, en particulier sur 2022-2023, eh bien, nous étions complètement dépendants. Et effectivement, on s'est calé un petit peu sur la politique allemande là-dessus, mais aussi parce que c'était globalement une réflexion des écologistes qu'il fallait faire en sorte d'écouter pour sortir du nucléaire, en suivant la voie des Allemands. Voilà les erreurs fondamentales qui ont été produites. Et aujourd'hui, bien que nous ayons remis notre énergie un petit peu plus vaillante, eh bien, on est en train de fabriquer une politique qui consiste à suivre quand même l'Allemagne sur ses prix, alors que nous avions aujourd'hui un avantage concurrentiel possible. Il fallait sortir de ce marché européen de l'électricité. Des pays l'ont fait, on pense au Portugal, à l'Espagne, qui ont pu baisser même les prix d'énergie. Est-ce que c'était une des voies possibles, sans tourner le dos à l'Europe ? Ben, évidemment que oui, parce que on est un peu naïf quand même sur le sujet. On vend de l'énergie aux autres pays, en Allemagne en particulier, moins cher que ce qu'on vend aux Français. Il y a quand même un souci, qu'on le veuille ou non. On travaille certes sur les énergies renouvelables,
mais on n'aura pas le résultat escompté la veille pour le lendemain. On a des choses qui sont en place déjà, je pense à l'éolien là où c'est possible, mais il faudrait quand même pas exagérer non plus. On a des choses qui sont en cours sur de la méthanisation, mais on n'ira pas non plus aussi vite parce qu'il faudra aussi qu'il y ait l'acceptabilité locale. Tout ne se fera pas n'importe comment et n'importe où. Et donc, on a sur les territoires, et en particulier en Bretagne occidentale, la possibilité de travailler sur la biomasse. Voilà, ce sont des choses que l'on met en place, mais on ne peut pas changer la veille pour le lendemain. Donc la politique qui consisterait à équiper notre pays doit être menée par un certain nombre de personnels politiques qui ont cette réflexion à long terme. Alors la réflexion à long terme, on parlait d'énergie, il y avait eu le fameux plan Messmer qui a vu la construction de quasiment tout le parc nucléaire français. Est-ce qu'aujourd'hui il faut, alors peut-être pas un nouveau plan Messmer, mais en tout cas un nouveau plan pour l'énergie, pour le développement des territoires, parce que c'est là aussi, c'est par les territoires que passe le développement. Est-ce qu'il faut un plan à long terme, à 10, 15, 20 ans ? Évidemment qu'il le faut, mais seulement, on a évoqué tout à l'heure la situation de l'endettement, c'est ça qui va nous peser pour le développement de demain. Il aurait fallu consacrer des sommes conséquentes pour ce développement et s'adapter. On a des possibilités, notamment sur le photovoltaïque. On pourrait mettre en place énormément de surfaces de capteurs solaires, mais là encore, il faudra les moyens. Et qu'en sera-t-il demain ? Sachant que, évidemment, notre dégradation de nos comptes va faire qu'il sera difficile d'emprunter. Donc, pour moi, c'est dommage d'avoir perdu ce temps. Il nous sera préjudiciable, réellement. Donc, au moment des élections, il s'agit de faire attention à ce que l'on va faire. Ce n'est pas seulement se dire... Ah ben, puisque les uns et les autres n'ont pas été bons, je vais mettre quelque chose en place qui va bousculer. Peut-être, mais dans quel sens on va ? C'est là qu'il faut se poser les bonnes questions et s'assurer de mettre en place des personnels politiques qui sont en capacité, de par leur fonctionnement, d'assumer une politique qui sera réellement celle qui fera développer la France. Et la France, si elle se développe, elle aidera évidemment l'Europe, et pas l'inverse. On se souvient de la phrase choc de François Fillon, je crois que c'était en 2007, Premier ministre qui dit « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Alors évidemment à l'époque, on avait beaucoup glosé autour de cette phrase, mais elle résonne curieusement aujourd'hui. C'était le message de la vérité. La preuve, elle est bien là aujourd'hui. Alors, c'est pas facile d'avoir raison trop tôt, mais le constat, il est là, et il est effectivement très amer. Néanmoins, le plan que proposait François Fillon, rattrapé par d'autres difficultés, je ne m'étendrai pas, il n'empêche que son programme était le seul financé. Et ça, je pense qu'on a oublié assez vite. Il y avait un programme de gestion des finances publiques qui devait nous amener à quelque chose de plus serein que l'on vit aujourd'hui. Alors ça passait évidemment par une optimisation des différents services. Pour être dans la gestion du quotidien d'une commune ou voire un peu autour de l'intercommunalité, eh bien on s'aperçoit qu'aujourd'hui plus personne n'aurait la capacité de faire, mais que chacun aurait la capacité d'empêcher. À chaque fois qu'il y a une idée, eh bien, il faut commencer par un bureau d'études. Le bureau d'études, il va évidemment se servir de connaissances que nous avons déjà. Évidemment, parce qu'il ne va pas les réinventer. Donc, par contre, il va constituer un certain nombre de papiers qui va faire qu'on présente la situation. Sauf que, à chaque fois, c'est nos moyens financiers qui partent. Et quand on arrive au bout du compte, eh bien, on n'a plus les moyens du développement. On a perdu le bon sens, finalement. Ben, complètement. Et je suis assez surpris de cela. Donc, le programme de François Fillon, à l'époque, eh bien, justement, il tournait le dos à tout cela. Résultat, ce qui s'est passé, on le sait, eh bien, l'élection de Macron a fait l'inverse de tout ça. Et on a rajouté du déficit au déficit. On a rajouté du personnel là où probablement il fallait absolument faire attention. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quand même au constat de tout ça ? C'est que nous avons quand même un pays qui a les plus forts prélèvements, qu'ils soient fiscaux ou sociaux. À côté de ça, on a la plus grosse dette, on est le cancre de l'Europe, et pourtant,
tout ce qui est régalien est en difficulté. Je vous parle de l'hôpital, je vous parle de l'éducation, je vous parle de la sécurité de manière générale. Donc, évidemment... Tout ce qui fait le quotidien tout aussi, ce qui fait le quotidien des Français, des Bretons. Absolument. Et donc, c'est par rapport à ça que chacun se bat aujourd'hui avec des moyens qui ne sont plus là. Et encore une fois, alors que notre contribution est importante. Donc, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour se dire qu'il y a quand même un problème de gestion. Alors, problème de gestion avec le corollaire, l'austérité, on en parle. Voilà, on va rentrer a priori dans une période d'austérité. On voit l'expression de Bruno Le Maire, qui veut reprendre en main, par exemple, l'assurance chômage, qui veut aussi avoir mainmise sur l'UNEDIC. Donc là aussi, une forme de reprise en main. Le terme est fort. On a l'impression aujourd'hui qu'on va se tourner vers ceux qui sont plus en difficulté, les chômeurs, les demandeurs d'emploi. Est-ce que c'est la bonne voie ou est-ce que là on se trompe ? Moi, je pense que l'austérité n'est pas appropriée. Moi, je pense que on ne fera pas le bonheur des gens sur le malheur des autres. Et donc, pour cela, il faut remettre l'église au milieu du village. Et pour cela, il faut faire en sorte que justement le revenu du travail soit nettement supérieur au revenu du non-travail. Pour cela, il faut remettre la France au travail. Je vous invite, et vous le faites sans doute, à voyager. Vous verrez que un peu partout, vous voyez des chantiers ouverts partout. Vous voyez des grues, vous voyez des investissements. Et chez nous, on a perdu cette volonté-là, parce que finalement, ceux qui seraient en capacité et qui en ont les moyens se disent qu'il vaut mieux aller le faire ailleurs. C'est ça notre grosse difficulté. Donc je pense qu'il nous faut revenir sur ce fonctionnement-là. Et donc moi je ne qualifierais pas la situation en termes d'austérité. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. On peut redonner confiance à la France en utilisant une autre méthode, justement celle qui consiste à remettre la France au travail. Parce que je pense que là aussi, je l'ai toujours dit, donc ça, ceux qui vont m'entendre et qui me connaissent, diront que effectivement, ce propos-là, je l'ai toujours tenu, à savoir que pour moi, la semaine de 40 heures était celle qui permet de faire travailler les gens et que finalement, pour dépenser, les gens, c'est pas tellement de temps qu'il manque, mais c'est souvent de moyens. Et donc, faire 5 jours de 8 heures, pour moi, c'était pas exagéré. Et par contre, ça, pour moi, ça doit permettre des salaires convenables. Et c'est ça qui fait la richesse. Aujourd'hui, y compris ceux qui prônent l'inverse et à qui on demande comment on va faire pour sortir de l'ornière, ils disent ça peut passer par la croissance. Il n'y a pas longtemps que ça revient sur le devant de la scène. Parce que certains pensaient que notre salut viendrait de la décroissance, justement. Et je ne vais pas refaire l'exemple du gâteau qu'on continue de tailler pour en faire des petites parts, mais au bout d'un moment, ça devient tellement infime que ça n'a plus de sens. Donc moi, je pense plutôt à agrandir le gâteau. Voilà, agrandir le gâteau, aller vers la croissance, mais la croissance aussi avec les moyens qui vont avec, parce qu'aujourd'hui, comment relancer l'économie, comment réinvestir alors que on voit les services publics qui sont quand même très à l'os, si vous me permettez ce terme un peu Bien trivial. Comment faire aujourd'hui ? Pour moi, d'abord, il faut revenir à l'essentiel. C'est qu'il y a des choses qui sont la santé, la sécurité. Tout cela doit être à la charge de l'État. Mais par contre, l'État n'a pas l'obligation d'être obèse pour autant. Il peut se délester d'un certain nombre de choses qui seraient beaucoup mieux traitées à un autre niveau. Je pense qu'on a multiplié les doublons. C'est plus des doublons pour le coup. On a créé des régions, on a créé tout cela, on a créé des conférences, mais finalement, résultat des courses, je trouve qu'on a beaucoup trop de pertes en ligne sur les frais de fonctionnement. Donc il faut revenir là-dessus et faire la part belle à l'investissement. Est-ce que la solution peut venir finalement des territoires ? On va évoquer la décentralisation, chère au général de Gaulle en son temps, qui n'avait pas été jusqu'au bout. Aujourd'hui, on va même plus loin, on parle d'autonomie. On a vu le ministre de l'Intérieur aller en Corse en demandant finalement que la Corse propose sa façon d'être autonome. Là, aujourd'hui, on parle d'une modification de la Constitution, puisque l'Assemblée corse a voté pour cette autonomie. On a vu le président de la région, Loïc Chenet-Girard, vous avez été vous-même quelque temps conseiller régional. Loïc Chenet-Girard
prendre, j'allais dire, un peu les propos du ministre au vol et dire mais chiche, nous aussi, la Bretagne, on a des velléités d'autonomie. Est-ce que ça peut être justement une bonne chose pour les territoires d'aller vers plus d'autonomie? Mais c'est clair que la décentralisation ne s'est pas transformée en une déconcentration des services de l'État. Et donc aujourd'hui, c'est tellement visible que la capacité des régions, et la région Bretagne en particulier, c'est vraiment des moyens très faibles qui lui sont accordés. Et avec aucune maîtrise de son budget. À savoir, quand on a juste la TIPP, la taxe sur les produits pétroliers qui nous reste, tout le reste, c'est de l'argent finalement qui descend de l'État. Et donc, c'est un peu vrai dans nos communautés, c'est un peu vrai dans nos communes avec la taxe d'habitation qui a disparu. Et bien donc, quand on n'a pas d'autonomie financière, on n'a pas d'autonomie du tout, clairement, parce qu'on va toujours dépendre de celui qui est au-dessus. Et donc, ça, je trouve que c'est absolument inquiétant. Donc, il faut revenir à ces fondamentaux. Je trouve que il y avait une sanction qui était celle de la population quand il y avait les élections municipales, s'il y avait une mauvaise gestion, malgré des sommes importantes versées par les différentes taxes, eh bien, il y avait une sanction. Ou alors, s'il y avait une petite dérive, c'est peut-être parce qu'on avait fait beaucoup d'équipements, ce qui peut être aussi une bonne nouvelle pour la population. Mais en tout cas, il y avait une lecture directe de ce qui se passe. En réalité, c'est plus le cas du tout. Donc aujourd'hui, on vit sur des parts de TVA. Or, évidemment, cette TVA, elle va être complètement dépendante des capacités de croissance ou pas. Avec justement des budgets de plus en plus contraints. Le président de la République lui-même, Bruno Le Maire également, ont évoqué l'idée de demander aux collectivités locales de faire des économies parce que l'État ne pourra pas suivre, autant dire le mot. Bien sûr. Et donc, ce qui est vrai pour un pays, donc il y a forcément des grosses différences entre ce qui se passe à la Pointe bretonne et ce qui va se passer à Marseille, voire à Strasbourg. Et bien donc, de fait, s'il y avait une autonomie plus forte de chaque territoire, il y aurait une réponse beaucoup plus appropriée, évidemment, à ce territoire. Donc, tout descend de Paris, et malgré cela, on a aussi le fait européen. Donc on a aussi ces différentes normes. Souvent la France, elle a tendance à essayer d'en rajouter, ce qui vient qu'au bout d'un moment, ça devient extrêmement difficile et illisible. Et en tout cas, casse la capacité de faire à ceux qui voudraient encore s'engager. Alors justement les normes, ça nous amène à l'agriculture. Je ne trahirai pas de secret en disant que vous êtes vous-même agriculteur bio, et aujourd'hui on a cette crise de l'agriculture, on a ces craintes aussi, ça nous ramène à l'Europe, de voir entrer l'Ukraine dans l'Europe et puis peut-être rebattre les cartes, pas forcément à l'avantage des agriculteurs français. Et aujourd'hui, est-ce qu'il faut avoir une grande réflexion sur l'agriculture européenne et justement sur ces normes qui sont très compliquées ? Bien sûr, parce qu'il s'agit de notre alimentation. C'est vraiment ça le sujet. Et donc, effectivement, l'Ukraine, aujourd'hui, elle envoie sur l'Europe énormément de produits sans frais de douane, sans taxes, et avec des produits qui sont interdits dans notre territoire. Je vais prendre l'exemple de l'œuf, mais on pourrait le prendre sur le lait, sur le bœuf, etc. Mais sur les œufs, il n'y a pas longtemps, et vous le savez, dans notre Bretagne en particulier, grande production d'œufs également, eh bien tout ce qui était poules en cage, les œufs en cage ont été donc déconstruits. Il a fallu ferrailler, comme on dit. Et finalement, qui a racheté ? Eh bien, ce sont souvent les pays de l'Est, notamment de l'Ukraine, et aujourd'hui nous envoient les œufs. Donc, ce qui est interdit de production ici est racheté et arrive donc sur les étals à des prix évidemment qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Donc, si on ne parle pas des mêmes normes, évidemment, ça peut pas fonctionner. Imaginez une course cycliste où il y aurait l'un des coureurs qui aurait un vélo électrique par rapport à l'autre qui doit pédaler. Enfin, franchement, c'est risible. Et donc, on se demande comment l'agriculture française, et notamment l'élevage, tient encore avec cette capacité de faire. Donc, on a une Europe qui, justement, avait été mise en avant pour qu'on ait ce marché commun, c'était d'ailleurs son nom. C'était le marché commun, effectivement. Voilà, mais avec des mêmes normes, avec des mêmes conditions de travail, qu'elles soient sanitaires ou sociales. Parce qu'il y a ça aussi, évidemment. L'Europe sociale, justement, il nous reste un petit peu moins de 5 minutes, ça va aller très vite, mais l'Europe sociale, elle est à construire aujourd'hui, il faut qu'elle se construise. Forcément.
parce que on ne peut pas parler de la même politique économique, financière, si on n'y intègre pas la notion du social. Parce qu'on voit bien que sinon, les dés seront en permanence pipés et on va être en permanence à se dire, bien, on trouvera toujours meilleur marché. À tel point que nous, on a utilisé des personnels venant d'Europe de l'Est, la même Europe de l'Est, qui va aller chercher du monde ailleurs, là où c'est encore moins cher. Donc tout ça, c'est un jeu où il n'y a que des perdants. Donc il nous faut être à la hauteur de cet enjeu, et les élections européennes, justement, devraient être l'occasion de le lire, et de le faire surtout. Or, qu'est-ce que l'on constate ? C'est que ces derniers temps, il y a de la surenchère sur le propos, mais par ailleurs, ça peut être ensuite mis en avant par la politique de la chaise vide, ce qui n'est pas la bonne solution. Donc, moi, je crois beaucoup à ceux qui portent ces réflexions qui sont celles partagées. Quand on parle avec les gens dans la rue, les gens lambda, ils sont à peu près en phase avec ce que je viens de dire. Et donc, ensuite, ce qui va se passer, c'est que certains pensent que par le chaos, les choses iront plus vite. On sait bien comment ça finit. Donc, je ne voudrais pas qu'on résume les élections européennes à un combat entre le pire et le mal. Et je trouve que les ingrédients, ils sont en place pour que justement on ait ce combat extrêmement stérile et en tout cas néfaste à une construction européenne digne de ce nom. J'ai envie de revenir pour conclure sur la France et sur quelque chose qui ne vous a peut-être pas échappé. Un député modem breton, Erwan Balanant, a proposé une réflexion autour de l'élection du président de la République par un collège de grands électeurs. On revient à ce moment-là en 1958. Alors il s'agit bien d'une réflexion, hein, il n'y a pas de projet de loi. Mais est-ce que pour vous on est dans un mauvais engrenage là ? Forcément. Je pense qu'il faut avoir un peu de comment je dirais, d'histoire, en tout cas de souvenirs, et savoir ce qu'était la 4e République. Donc, si on cherche l'instabilité, bon, ça c'est une chose. Mais par ailleurs, je pense que l'élection du président de la République, c'est vraiment la rencontre d'un homme ou d'une femme avec la population. Ce n'est pas une affaire de spécialistes, qui s'autoproclamerait d'ailleurs spécialiste, parce qu'on est rarement spécialiste de tout. Et donc je pense que si on veut une démocratie qui fonctionne, il faut que ce soit la voix du peuple qui s'exprime. Donc je pense que donner une voix prépondérante à des gens qui ce serait peut-être pas forcément autoproclamés, mais en tous les cas, qui ne seraient pas forcément en phase avec la réalité, sachant qu'on a déjà déconstruit cette réalité. Je trouve que, par exemple, le député maire, ça avait du sens, parce qu'il était en phase avec sa population au quotidien, et quand il était à Paris, il avait en tête de se dire comment ça va se passer quand je vais être dans ma ville ou mon village pour mettre en action ce que je dis ici. Donc ce trait d'union, je trouve moi qu'il était très efficace, et il faut qu'on conserve cette réalité où réellement la population a un droit, un pouvoir d'orienter les choses, et en tout cas de choisir son président. Un mot, il nous reste à peine 30 secondes, ça va être très rapide. Le septennat, le quinquennat, quel système était le mieux finalement ? Pour moi, c'est peut-être plus facile de le dire maintenant, mais c'est une réalité que le septennat était plus adapté, parce qu'il n'y avait pas cette juxtaposition avec les élections législatives qui font que finalement l'élection du président entraîne l'élection d'une Assemblée nationale qui est purement politique, alors que la représentation des territoires méritait mieux, et je pense que le déphasage entre les différentes élections était une bonne chose. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Hervé Gouelou, président des Républicains des Côtes-d'Armor. Je rajoute maire de Plufur. Hein, vous êtes venu de loin ce matin pour être au micro de Bretagne 5. Et agriculteur. Voilà, c'est important aussi d'avoir les pieds dans la terre. Hein, on pourrait peut-être le dire comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et très heureux d'avoir pu exprimer un certain nombre d'idées qui sont celles des Républicains, mais pas que. Parce que quand je discute, effectivement, comme je disais tout à l'heure, eh bien, il y a bien des gens qui ne sont pas adhérents aux Républicains, mais qui feront le sens d'aller dans le vote des Républicains le 9 juin. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Belle journée. Au revoir. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.